Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du digital avec de nouvelles pratiques managériales. Le digital est partout. On en parle avec Julien Levert. Il est managing partner chez Julier Sterwen. On fera le point avec lui sur ce baromètre, 6e baromètre d'ailleurs, très instructif. Smart Philo, être un ex de. On parle d'un ex en entreprise, évidemment. Qu'est-ce que la valeur d'un salarié? On en parlera avec Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique dans Smart Philo. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Sonia Fibleuil. Elle est porte-parole de la police nationale. On parlera avec elle de la campagne de recrutement. Ça sera fermé dans quelques semaines, en juillet prochain. 2500 recrutements de gardiens de la paix, mais pas seulement. La police nationale recrute aussi des talents dans la tech et dans l'informatique. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer l'émission, la cooptation face à la pénurie de talents. On en parlera avec Louis Coulon, cofondateur de Cleaver Connect. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui du digital avec de nouvelles pratiques managériales. Qu'est-ce que ce digital a changé? Et on en parle avec Julien Levert. Bonjour Julien, on est ravi de vous accueillir, managing partner chez Julier Sterwen, et qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une entreprise anglaise ni américaine. Exactement. Donc, Julier Sterwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015, qui était un assez connu dans le monde des ressources humaines, qui était Bernard Julier, et avec le cabinet de stratégie organisation Sterwen. Alors, Sterwen, c'est breton en l'occurrence. Et donc, on s'appelle Julier Sterwen. Notre promesse, c'est d'accompagner les transformations des organisations avec ce double regard qu'on a appelé business et people. Parce que selon nous, on a plus de chances de réussir une transformation si on a ce regard permanent avec people et business, et qu'on a complété par digital et agilité. Alors Julien, on va commenter, c'est important parce que vous êtes là pour ça, ce 6e, on est bien d'accord, c'est bien le 6e baromètre Figital Workplace, devenu Figital, que vous avez rebaptisé Figital. On y découvre vraiment beaucoup de choses intéressantes, parce que, commençons par les managers. En fait, ces managers, par la crise Covid, par le digital, sont à la recherche de nouveaux repères. 23% estiment que les liens avec leurs managers se sont distendus à cause du digital. C'est quoi? C'est positif ou c'est négatif ce chiffre? Ce chiffre, il est plutôt moyennement positif, on va dire. Et il augmente, en fait, par rapport à l'année dernière. Et en fait, il parle surtout de risque de distension du lien avec leurs collaborateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles sur ce chiffre. Premier sujet, on peut se dire qu'effectivement, fondamentalement, le management est en train d'être revu complètement à l'aune de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybridation, c'est-à-dire la capacité de travailler et en présentiel et en distanciel. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même une culture très command and control, qui est historique, une culture très hiérarchique, et qui fait que nos managers ont été déjà perdus l'année dernière lors du baromètre, le 5e baromètre. On avait déjà une vision assez précise de... On était en plein Covid l'an passé, là. Exactement, plein Covid, lost in management, comme on disait. Ouais. Donc perdu sur le repère, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois manager. Et là, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ceux qui disent qu'il y a un risque de distanciation avec ses collaborateurs, est-ce que ce ne sont pas les mêmes, finalement, qui aimeraient revenir au présentiel coûte que coûte, comme certaines entreprises le font aujourd'hui. Ouais. Quand on entend Elon Musk qui dit, finalement, tout le monde... de retour au bureau si on vous partez, c'est peut-être ces managers-là qui sont derrière ce chiffre en question. Alors, qui vient peut-être contrecarrer ou contrebalancer ce débat sur les managers qui doivent trouver leur bonne place, la bonne distance, c'est l'étude dans votre baromètre sur le télétravail. Alors, vous considérez aujourd'hui, en tout cas c'est l'analyse de ce baromètre, que c'est une avancée confirmée? Oui, c'est devenu une norme, le télétravail. Aujourd'hui, on ne reviendra pas dans le monde d'avant, on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand on regarde le chiffre qui nous a inspiré, c'est que finalement, sur les 75% des entreprises qui ont signé un accord télétravail, à peu près 70% des collaborateurs sont heureux de cet accord télétravail. Et il apporte des bénéfices, évidemment. On ne va pas revenir sur les fondamentaux, mais diminution du temps de trajet, plus de flexibilité, peut-être plus de facilité pour sa vie personnelle, un meilleur équilibre vie pro, vie personnelle.
Pour autant, il faut nuancer cette analyse en l'occurrence, puisque le télétravail a quelques petits sujets derrière. On a vu le chiffre, il y en a 26% qui considèrent et qui constatent d'ailleurs une surcharge de travail. Ça, c'est intéressant et ça progresse. Et ça diminue par rapport à 2020, parce que 2020, c'était le télétravail anarchique. Exactement. Là, les choses se sont cadrées. Et puis, il y a un élément qui vient éclairer le débat sur les managers. 56% des managers estiment que le télétravail réduit leur niveau de stress, qui est peut-être un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a quand même certains qui disent, après tout, moi je préfère gérer à distance. Oui, alors effectivement, ça c'est deux chiffres importants, c'est que finalement il y a une diminution de 10 points par rapport à la charge de travail, par rapport au facteur stress. Donc c'est mieux organisé. C'est mieux organisé, et finalement, là, le management a trouvé ses repères. Ensuite, il y a des sujets avec lesquels il faut être en vigilance totale. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce baromètre s'appelle « Un monde de travail en clair-obscur », parce que du côté clair, c'est ce qu'on vient de se dire, du côté obscur, on a des petits sujets avec les directions des ressources humaines qui voient des premiers signes d'essoufflement liés à la concentration des collaborateurs qui passeraient un trop grand nombre de temps sur leurs écrans. Puisqu'après avoir fait une séance, une journée de télétravail, eh ben, on se plonge et peut-être sur des écrans et on regarde Bismart en l'occurrence, mais peut-être tard dans la nuit. Enfin, en tout cas, on peut surfer encore en prolongeant sa journée sur son téléphone. Exactement, son téléphone, les écrans. Et donc, manque de concentration qui apparaît fondamentalement dans les organisations. Sujet aussi d'isolement qui apparaît, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais X webconférences avec 10, 20 personnes en ligne que fondamentalement je suis connecté à l'entreprise. Et un des points fondamentaux là aussi, c'est que finalement, toute organisation qui considérait le télétravail comme une téléportation du présentiel se met en risque. C'est ça, en fait, une des conclusions à laquelle nous arrivons. Alors, autre point, alors, encore une fois, vous avez raison d'avoir intitulé votre baromètre le clair-obscur, parce qu'il y a des éléments qui sont positifs, puis quand on regarde le verre, il est à moitié vide, à moitié plein. Sur le retour au bureau plébiscité, 46% évoquent la qualité et l'aménagement des locaux, 45% parlent de l'ambiance, de l'environnement de travail, et 37% apprécient la dimension sociale. En un mot, ils plébiscitent l'hybridation, mais avec des exigences sur la qualité de l'accueil dans les bureaux. C'est bien cela. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ça qui évolue, là aussi, c'est que finalement, à partir du moment où j'ai cette capacité d'être en distance, pourquoi je reviendrai au bureau ? Si je reviens au bureau, ça veut donc dire que j'ai une exigence, et c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est-à-dire quelle est mon exigence pour venir au travail ? Pourquoi je reviendrai au bureau ? Et là, les entreprises sont face à un vrai casse-tête parce qu'elles imaginent des services différents. Je pense par exemple à une entreprise qui a décidé d'augmenter son panier repas ou son panier plateau pour faire en sorte que le collaborateur ait une meilleure expérience quand il vient au bureau. C'est vrai qu'il y a un gros travail, on ne dit plus cantine, hein, mais enfin en tout cas pour le rendre générique, globalement les boîtes font un énorme travail sur la qualité des cantines, des plats, des espaces d'accueil. Des espaces d'accueil, des salles de réunion. Ouais. Et ça, vous le ressentez, enfin, vous le voyez. On le voit, et on a beaucoup de missions là. On a un cabinet de conseil, on a beaucoup de missions qui nous demandent de réfléchir sur cet accompagnement, sur cette expérience collaborateur, comment on peut l'améliorer. Alors là, encore une fois, clair-obscur, parce qu'il y a un autre chiffre qui est très intéressant. Alors peut-être qu'il diminue par rapport au 5e baromètre, mais c'est quand même 35% des managers ne veulent plus s'isoler, mais 35% souhaitent un bureau individuel fermé. J'ai lu récemment là, que le siège de la BPCE, qui est une plus grande banque française, allait être en flex total dans cette nouvelle tour. Là, il y a quand même des managers à 35% qui disent « moi, je veux mon bureau fermé ». Ça, c'est quoi ? C'est notre culture française ? Alors, ils veulent les bureaux fermés, mais l'indice est en diminution de 8 points. De 8 points. Voilà, par l'année dernière. Donc, oui, ils veulent bien sûr des bureaux fermés. Donc, il reste encore des Gaulois. Et parce que quand on est travaillé chez soi pendant 3 jours, on travaille chez soi 3 jours par semaine, on a une forme de concentration. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie, je dirais naturellement, c'est de reproduire ce qu'on a chez soi. Or, deuxième indice aussi qui est intéressant, c'est les managers veulent des bureaux fermés, mais ils veulent aussi des bureaux pour des équipes restreintes. C'est-à-dire que l'open space a vécu, en l'occurrence, il est toujours existant, mais il a vécu. C'est une nouvelle forme finalement de bureau qu'attendent le manager et les collaborateurs. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le manager est entouré de son équipe et un peu protégé par une plante, par un... Non mais je ne sais pas, d'un point de vue concret c'est ça, parce que sinon il va être sollicité tout le temps et il ne peut plus travailler. Enfin, cette question est posée. Dans l'absolu, c'est parce que si je fais venir le collaborateur dans l'organisation, il faut que je puisse délivrer certains messages, certains actes managériaux. Et donc, l'espace restreint, finalement, c'est comme si je restituais ma réunion en ligne. Les réunions en ligne fonctionnent bien à partir du moment où on est entre 4, 5, 6, 7 personnes. Quand c'est 20 personnes, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile à manager. C'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace restreint est une sorte de copier-coller
si je peux appeler ça grave, de la réunion virtuelle. Le Figital 6e édition, donc à découvrir évidemment sur votre site. C'est en partenariat avec le baromètre Ipsos, si je ne m'abuse, IFOP. Ouais. C'est le concurrent, dites donc. Ça vous sert à quoi, vous? Évidemment, c'est informatif, c'est utile évidemment pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, mais vous, ça vous permet d'avoir quoi? Un outil de travail aussi pour pouvoir en parler, avancer avec vos clients? Comment ça marche? C'est un outil de travail qui permet d'objectiver le diagnostic, en fait. Et ça nous permet, en tous les cas, d'aller présenter cet outil de travail au sein des directions des ressources humaines, au sein des directions digitales, au sein des directions organisationnelles, au sein des directions environnement de travail, pour poser le sujet et débattre. En fait, on comprend bien que la transformation qui est attendue là, c'est une transformation dite circulaire. C'est-à-dire que ce sont toutes les parties prenantes, que ce soit l'environnement de travail, les managements, le digital et enfin l'organisation qui doivent travailler ensemble. Mais le digital, puisque c'était aussi une des thématiques qu'on évoquait pour conclure, il est quand même partout, rien que par le fait qu'on soit obligé de se connecter lorsqu'on est à distance et qu'on a des réunions à distance. Enfin, il est devenu incontournable, il n'est plus à côté, il est au milieu. Il est au milieu et il fait partie aujourd'hui des pratiques intégrées aujourd'hui des collaborateurs. C'était vrai avant Covid, pour être honnête. C'était vrai avant Covid, mais le Covid a accéléré le déploiement de ces fameux outils digitaux, puisqu'on parle d'eux, en l'occurrence, les plateformes collaboratives. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement le déploiement. Tout le monde, peu ou prou, s'est lancé et sait utiliser un outil digital aujourd'hui, en l'occurrence, quand je pense aux plateformes collaboratives. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je l'intègre dans mes pratiques managériales. En quoi je crée de la valeur, comment j'implique... Et comment je crée du lien. Comment je crée du lien. Et donc ça pose une question pour nous qui est fondamentale et qu'on exprime dans le baromètre, c'est la réciprocité. En fait, il est du devoir évidemment du manager de savoir à quel moment j'implique les collaborateurs et à quel moment je les fais venir et pourquoi je les fais venir. Mais de la même manière, il nous semble important de dire que c'est aussi la responsabilité du collaborateur de savoir à quel moment il doit se déplacer et d'aller et de rentrer en connexion avec l'organisation de manière présentielle. Oui, il nous reste peu de temps, mais c'est une sacrée révolution que vous évoquez là. C'est-à-dire c'est du dosage, c'est savoir qu'à ce moment-là, il faut s'impliquer. D'autres, il vaut mieux rester concentré, travailler, sans être réellement piloté. Exactement. C'est ce juste équilibre permanent qu'il va falloir trouver et qui va trouver le bon curseur finalement. Et c'est ce curseur-là qui est complexe aujourd'hui à trouver pour les organisations. On le découvre sur le site Julie Sterwen, on est d'accord, à découvrir dans son intégralité ce baromètre baptisé pour cette 6e édition Figital, entre ombre et lumière, on est d'accord, clair-obscur. Merci à vous Julien Levert d'être venu nous rendre visite, managing partner chez Julie Sterwen et ce baromètre. On fait un peu de philo, on va s'intéresser aux ex, mais aux ex dans l'entreprise, mais ex-salariés d'eux. On va en parler tout de suite avec Laurent Paillet-Chevalier, il est philosophe. Smart Philo, vous l'aurez compris, on va faire de la philosophie, on va essayer de réfléchir, prendre le temps. C'est le bac philo. Il y a des dizaines et des centaines, peut-être de milliers d'étudiants là qui planchent, qui se préparent, qui prennent leur bon petit-déj. On en parle avec Laurent Paillet-Chevalier, non pas du bac philo, mais du thème que vous avez choisi. Professeur de philosophie et d'éthique, professeur au lycée de Versailles. Et puis vous intervenez dans les entreprises, faites des conférences et des colloques. Et puis j'indique « Allô la philo » sur Insta. Parce que vous voulez aussi prophétiser sur l'ensemble des réseaux sociaux votre savoir et vos compétences. On parle des ex aujourd'hui, oui. Évidemment des ex en entreprise. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette thématique, être l'ex de l'entreprise qu'on cite? Ah ben je viens d'eux, je suis un ex de. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent ce mot. Parce que peut-être qu'on pense mal le changement. Parce qu'on pense toujours changement d'un point de vue extérieur. Il était ceci, il est devenu cela. Mais quand on dit ça, c'est le changement qui est vu de quelqu'un d'autre. Mais mon changement à moi, concrètement, dans l'entreprise, c'est que je viens de quelque part et je vais quelque part. C'est un truc très français, ça. Je suis un ancien de l'ENS, je suis un ancien de l'X. C'est bien vrai. Je suis un ancien d'HEC. Ma valeur, elle est là. Je suis un ex-2. Et d'ailleurs, on en joue un peu, les alumni, les réseaux d'anciens élèves. Énormément. Et on capitalise là-dessus pour justement nous ouvrir des portes, nous ouvrir des opportunités. Oui, mais voilà, ce qu'on ne voit pas, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'être un ex-2, c'est peut-être aussi porter un passif ou peut-être porter un regret d'une histoire que je ne voudrais plus raconter et que je raconte malgré moi. Le mot ex-2, alors c'est pas de moi, malheureusement, mais c'est de Helen Rose Fuchs-Ebow, philosophe américaine, qui dit que être un ex-2, c'est penser quelqu'un non pas à partir de ce qu'il est, mais penser quelqu'un à partir de ce qu'il a été. Et dans le monde de l'entreprise, c'est assez simple, c'est de me penser à partir de mon ancien poste,
mon ancien travail, mon ancienne boîte. On dit plus, parenthèse, par ex d'HEC, de Polytechnique et de Sciences Po en ce moment, on dit plus ex de McKinsey. C'est parce que la polémique a fait rage. Non, mais ça fait un éclairage intéressant. Et c'est très important parce qu'il y a les deux côtés. Bah oui. C'est-à-dire que quand on arrive dans une boîte, les collaborateurs souvent nous voient comme l'ex d'eux. Alors les rumeurs de couloir fonctionnent assez bien là-dessus. Hein. Tu as vu comment est-ce qu'il agit? Ah, c'est normal, lui c'est un ex d'eux. Parce qu'il y a des peintures de guerre où il a acquis des choses. Parce qu'il y a un conflit de valeurs. Alors, on en parle souvent ici ensemble, hein. Chaque boîte a sa valeur, il faut entrer dans les valeurs de l'entreprise. Oui, mais quand je change de boîte, elle change de valeur. Et souvent, je suis vu du point de vue social par les valeurs antagonistes de l'entreprise d'où je viens. Juste parenthèse, il y a une forme de déterminisme professionnel. Oui. Finalement. Oui, et c'est peut-être admettre le fait qu'on ne peut pas changer entièrement. Dans la vie professionnelle, on porte toujours le poids d'une histoire. Que l'histoire soit bien ou mal passée, je viens toujours de quelque part. Alors, ou bien un réseau positif qui me porte, ou bien une marque au fer rouge que j'ai du mal à faire passer, à faire évacuer. Et même les recruteurs et les RH, d'ailleurs, anticipent parfois l'attitude des collaborateurs en disant ils vont réagir comme ça, c'est quand même un ancien militaire, c'est un ex d'eux. D'ailleurs, le problème des seniors, c'est ce problème-là. Des gens qui sont ex, finalement, ils ne vont pas cadrer avec les valeurs. Ils arrivent trop chargés, quoi. Ils arrivent trop chargés, ce sont des ex d'eux. Et parfois, j'ai envie de dire, il y a le biais inverse. Le biais, tiens, je vais recruter machin parce qu'il vient de telle école. C'est sûr, ça va bien se passer. Oui. On sait ce que c'est, des recrutements dans une boîte où tout le monde vient du même sérail. On sait très bien ce que ça donne par après. Quand même, on est quand même toujours l'ex de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire de l'humanité, c'est qu'on claque des portes et on en ouvre d'autres, quoi. Ça, exactement. Mais le problème, c'est que notre identité se joue aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte une entreprise, il y a en fait un moment où je vais me désengager qui va produire une désidentification. Alors le mot est un petit peu compliqué. Ouais, c'est assez troublant ça d'ailleurs, c'est le sentiment on jette l'uniforme de la marque de son entreprise. C'est ça. Quoi. Et là pour moi, il y a un paradoxe. D'abord, il faut se positionner par rapport à ça. Accepter de ne plus être d'eux. Être nu en quelque sorte. Être nu et plutôt recomposer son identité. C'est vrai. D'abord, éviter que ce passé dans la boîte, je le transpose dans une autre boîte. En arrivant de manière agressive, avec des peurs, avec des craintes. Ça, c'est danger, parce que c'est assez fréquent. C'est assez fréquent, mais il y a l'autre biais qu'on ne voit pas, c'est-à-dire adhérer de manière trop volontaire à la nouvelle entreprise pour recréer ce confort que j'ai perdu. Pourquoi ne pas accepter le flou, où on apprend à se connaître, une forme d'indétermination pour se retuyauter en quelque sorte. Mais c'est ce que vous évoquez par l'idée finalement de cette évolution aujourd'hui. Est-ce qu'elle ne dit pas quelque chose de notre conflit de valeurs? Ce que vous évoquez finalement. Mais fondamentalement... C'est ça, c'est le choc de valeurs en fait qui vient... C'est le choc de valeurs institutionnelles et personnelles. Moi je remarque un truc qui est simple, c'est qu'on a des étapes qu'on identifie comme des ex de l'enfance, l'adolescence, c'est l'ex-enfant. On abandonne toujours quelque chose. On abandonne quelque chose. Mais là, il y a une étape où on n'abandonne rien, c'est l'âge adulte. La prochaine étape, c'est la retraite. Et on agit comme si la vie adulte était une vie de pure stabilité où rien ne se passait, personnellement, professionnellement. Et là, je ne parle pas de ceux qui ont eu des drames personnels, ex-alcooliques, ex-prisonniers, guéris du cancer. Eux aussi, qui portent une expérience d'anciens d'eux, se voient attribuer un jugement social qui empêche, sauf certains cas, bien sûr, mais à se réintégrer. Vous évoquez l'idée quand même, là, à travers des maladies, à travers des épreuves de la vie, des chocs, et on parle de résilience dans ce cas-là. C'est vrai dans ce cas-là, mais on ne peut pas le dire lorsqu'on est un ex de chez Thales ou l'ex de chez Apple. C'est pas le même chemin et c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut parler de résilience aussi dans ce cas-là? Tout dépend d'où on vient. Je vais vous montrer deux perspectives pour peut-être le rendre plus français. Allez en province en venant d'une grande boîte de Paris. Vous vous ferez appeler le Parisien pendant 5 ans. Allez dans une petite boîte en revenant de chez Apple. Ah oui, il vient de la start-up. Il y a des conflits de valeurs fondamentaux. Mais nous, il faut arriver à ce qu'on puisse se réinventer là-dedans. Mais vous, le philosophe, et à travers vos outils philosophiques, vous dites finalement, il vaut mieux être non pas nu, mais soi-même. Ne pas toujours être carapacé de la marque de l'entreprise qu'on a quittée ou celle dans laquelle on va entrer. Exactement. Bien sûr, l'entreprise nous marque notre histoire, marque notre parcours, et l'entreprise nous construit. Mais il faut prendre des distances. Vous n'êtes pas Arnaud de Bismart. Vous êtes Arnaud
tout Il simplement. ferait une jolie particule. Arnaud de Bismarck, c'est très élégant. Ce serait très versaillais. C'est très versaillais, ça, en effet. Mais bon, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Mais accéder à Arnaud, tout simplement, et peut-être arrêter de se juger à partir de ce que l'on a été, le fantôme du passé, arrêter de se fantasmer dans un avenir, accepter d'être soi et de se faire en faisant. Avant de nous quitter, là, on va monter encore d'un cran, parce que finalement, à travers ce que vous nous dites, la question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que la vie et qu'est-ce qu'une vie, puisqu'on est en permanence en train d'entrer dans des nouveaux univers, donc de nouvelles aventures. Est-ce que on n'est pas en train de définir ce qu'est la vie dans un monde occidental, dans une société du 21e, 22e, 20e? Voilà ce qu'il faut repenser, c'est la vie. Ma vie est un dynamisme, ma vie est une rupture, une reconquête permanente, et peut-être laisser de côté l'idée absurde d'une vie stable où rien ne bouge. Accepter que les choses soient dynamiques, accepter que celui qui vient dans ma boîte soit un ancien d'eux, peut-être même un ex-prisonnier, peut-être même un ex-alcoolique, peut-être même un ex... Ouais, en fait, c'est l'idée de l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre parce que... Et de ses différences. Oui, parce que je regarde l'autre du point de vue du dynamisme, du point de vue du mouvement, et non pas penser le candidat idéal... Dans son état statique, de statut. Parfait. Il est un ancien de l'X, que peut-il y arriver d'autre? Statut d'ailleurs aux deux sens. Aux deux sens du terme. La statut figé et aussi son statut social et professionnel. Donc effectivement, accepter l'autre, c'est effectivement accepter sa dynamique et son histoire. Et son histoire. Et ce qu'il porte. Et accepter ses silences. Moi, une anecdote que je raconte souvent, j'étais surpris, moi, en allant dans un monastère, de voir que les moines changeaient tous de nom. Frère machin, frère bidule. Mais pourquoi vous changez de nom? Parce que nous ne voulons pas que les histoires interfèrent ici. Alors bien sûr, on ne va pas tout changer de nom quand on vient dans une boîte, mais peut-être accepter une forme d'anonymisation. Un reset, quoi. Un reset. J'arrive, laissez-moi faire mes preuves, laissez-moi de nouveau parmi vous, laissez-moi apporter quelque chose, et n'essayons pas d'entrer de manière intrusive dans l'histoire, le parcours, la vie de l'autre. Il y a quelque chose de nouveau là maintenant qui peut se construire. C'est une vraie leçon, parce que c'est comme ça que les choses se passent souvent douloureusement dans l'entreprise. C'est la difficulté de pouvoir apporter une contribution sincère, saine, passionnée parfois. Merci Laurent Paillet-Chevalier, c'est un sujet fondamental que vous soulevez. L'ex, on est toujours l'ex de quelque chose ou d'une entreprise. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philo et d'éthique au lycée de Versailles. Et allez donc jeter un œil à Allo Philo. Alors, Allo la Philo. Et il ne vous répond pas au téléphone, on est d'accord, c'est pas un service... Non, je n'ai pas encore de hotline. Vous n'avez pas de hotline philo. Bon, en tout cas, c'est sur Insta, puis des conférences à découvrir de Laurent Paillet-Chevalier. C'est un vrai plaisir. On fait une courte pause. On va se tourner dans le cercle RH et on va partir à la rencontre de la porte-parole de la police nationale. Oui, une porte-parole et toute une équipe qui travaille évidemment à la promotion de cette police nationale et à son recrutement. La police nationale recrute 2500 gardiens de la paix, mais pas seulement. Des talents dans la tech, dans l'informatique. Comment ça marche un recrutement de gardiens de la paix? Comment sont-ils formés? Eh bien, on va lui poser ces questions juste après la pause. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Flibeuil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un poste important d'être porte-parole de la police nationale. Je voudrais quand même qu'on vous découvre, parce que on vous découvre sur les antennes, vous faites la promotion de la police nationale, des recrutements, on va en reparler évidemment avec ces 2500 postes. C'est quand même pas rien de porter la parole de la police nationale, c'est-à-dire de l'ensemble de ce corps. Votre parcours est intéressant, de la sécurité publique, de la police judiciaire, des GIR, et puis de l'antiterrorisme, la sous-direction antiterroriste. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? C'est tout d'un coup passer de l'ombre, du policier, du rôle de policier à la lumière pour venir sur les plateaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière qui n'est pas terminée? Toutes les expériences sont assez marquantes en police nationale parce que véritablement, c'est des missions qui sont riches, qui sont engageantes. Donc je dirais que c'est pas une mission en particulier, c'est plusieurs missions. En fait, c'est des aventures humaines que j'ai pu connaître à travers mon métier qui fait que j'ai des souvenirs poignants, émouvants, drôles parfois dans mon parcours. Mais vous avez dit quelque chose en introduction sur laquelle je voudrais revenir, c'est que c'est un poste important dans toute... Oui. Vous embrassez toute la police nationale. En fait, je suis un parcours parmi tant d'autres en police nationale. Il y a une équipe. Évidemment, la police nationale, c'est le collectif, avant tout. S'il y a
vraiment une valeur qui est importante en police, c'est le collectif. Et je représente un parcours parmi tant d'autres dans tout ce collectif. Et d'autres policiers vivent d'autres aventures avec d'autres missions qui sont sans doute tout aussi marquantes. Mais évidemment, des passages comme à l'antiterrorisme, comme vous l'avez pendant le Bataclan, il faut le préciser. Notamment de 2014 à 2019, effectivement, pendant les attentats, sont évidemment des passages très marquants pour ce type de mission. Et vous êtes commissaire divisionnaire, il faut le préciser, c'est votre grade au sein de la police nationale. Juste d'un mot, et on va rentrer très concrètement dans les recrutements, parce qu'il y a un vrai débat sur le recrutement, la qualité des recrutements, la manière dont on recrute. Rien à voir avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur, puisque la police est aujourd'hui sous les feux de la rampe, de l'actualité, à travers un certain nombre de faits concrets, le Stade de France, le refus d'obtempérer. C'est deux choses différentes. Je suis spécifiquement dédiée sur la police nationale, c'est-à-dire sur les missions qu'embrasse la police nationale, c'est-à-dire 80% de la criminalité organisée, 70% de la délinquance en France. Un mot et entrons dans le vif du sujet. Vous savez que l'émission Smart Job traite de l'emploi, du recrutement, des RH. Vous êtes la porte-parole. Est-ce qu'il y a un RH au sein de la police nationale tel qu'on peut en avoir dans des grandes entreprises du CAC où ces représentants viennent sur notre plateau pour nous expliquer leur stratégie de recrutement? Est-ce qu'il y a un RH? Eh bien oui, il y a un RH. Alors on ne l'appelle pas comme ça, puisque c'est une sous-direction des compétences. C'est compliqué les termes. Voilà. Oui, c'est pour ça que je simplifie pour essayer d'être le plus pédagogue possible pour vos téléspectateurs. Mais nous avons un RH qui est la DRCPN, qui est la direction du recrutement et des compétences de la police nationale, qui est en charge des ressources humaines, de la gestion des policiers, aussi bien administrativement que dans leur parcours, et parfois un parcours chaotique, puisque vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que les policiers sont souvent blessés en service. Enfin, souvent, ça arrive que les policiers soient blessés en service, et donc on les suit, et c'est justement cette direction qui est chargée de suivre les policiers qui sont blessés en service ou qui ont des difficultés ou des accidents, ou au contraire... Parfois des dépressions nerveuses. Des choses plus positives, évidemment, à travers leur mission. Le recrutement... vous m'arrêtez si je me trompe, les concours sont ouverts, enfin la possibilité de s'inscrire jusqu'au 22 juillet, c'est bien cela? Exactement. En ce moment même, il y a le concours de gardien de la paix qui est ouvert jusqu'au 22 juillet, comme vous l'avez dit. Nous avons 2500 postes qui sont offerts aux candidats qui se présentent. Nous avons déjà plus de 10 000 candidatures sur ce concours en externe, et pour accéder à 2500 postes cette année. 10 000 candidats qui vont passer des épreuves pour 2500 postes. C'est mieux que les années précédentes, parce que c'était intéressant, vous êtes en poste depuis mars 2021, si je ne m'abuse. Exactement. On a lu en d'autres périodes que parfois c'était dur de recruter, qu'on n'arrivait pas toujours à remplir les sessions de formation. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a une crise des vocations, pour le dire simplement? Alors, d'une moyenne générale, sur l'intégralité des concours de la police nationale, nous avons une augmentation des candidats. Donc on pourrait dire que la police nationale recrute et augmente effectivement de plus de 20% par rapport à l'an passé. Donc les candidats sont nombreux. Par contre, quand on regarde dans le détail, et c'est en fonction des grades qu'il faut regarder, effectivement, sur le premier concours, qui est le concours de gardien de la paix, c'est-à-dire sur les premiers intervenants, oui, il y a une légère érosion de 5% environ pour présenter le concours. Donc nous sommes particulièrement vigilants sur ce concours-là. C'est-à-dire être vigilant, c'est avoir vraiment des efforts d'explication, de pédagogie de nos métiers vis-à-vis des jeunes, puisque le concours de gardien de la paix est ouvert au niveau bac. Donc c'est en général des jeunes qui ont eu 18 ans. Bac obligatoire? Bac obligatoire. Pour avoir le concours de gardien de la paix. Pour s'inscrire au concours de gardien de la paix, il faut avoir le bac obligatoire. Donc 17 ans, plus. 17 ans. Et le bac, majoritairement. 65% des candidats ont le bac. Évidemment, si on veut rentrer dans la police sans diplôme, c'est possible en étant policier adjoint. Mais c'est un autre type de recrutement. Mais pour le concours de gardien de la paix, qui est le concours majoritaire, de plus grande partie du personnel, eh bien, il faut effectivement avoir le bac. Un mot. On n'est pas, vous le savez, une chaîne d'actualité et d'information en continu, mais c'est important parce que l'actualité a une incidence sur les vocations, et la manière dont les médias parlent de la police s'exprime à travers des affaires. On a vu les deux cas de refus d'obtempérer, l'affaire est en justice, et je ne vous demanderai pas de prendre position sur le sujet, le Stade de France et d'autres affaires. Et puis au même moment,
un peu plus en arrière, on se souvient de cette fraternisation, ces moments très forts entre la population parisienne et française avec les forces de l'ordre pendant les attentats. Vous les avez vécus de l'intérieur. Est-ce que le contexte et le contexte médiatique, parfois un peu négatif, le débat politique qui est posé sur la table en ce moment même, a une incidence dans l'envie ou pas d'entrer dans la police? Bien sûr. Nous croyons vraiment qu'il y a une incidence forte de l'image de la population et du recrutement. Donc, nous faisons extrêmement attention à notre image dans un but de recrutement, pas seulement évidemment, mais dans un but de recrutement. Parce que les jeunes qui regardent ces images de réseaux sociaux en continu ou en dehors de leur contexte ou sans explication, ont une incidence. Ont une incidence forte, parce que ce sont nos policiers de demain. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela, ce pourquoi nous avons mené une politique de communication très forte sur les réseaux sociaux, notamment à destination des jeunes, à travers le TikTok et le Snapchat de la police nationale, et qui marche très fort, puisque nous avons beaucoup de succès avec un nombre d'abonnés important, ce qui prouve qu'il y avait un besoin spécifique sur ce type de communication à l'égard des jeunes. Donc oui, il y a une incidence importante, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais ces affaires, en raison de leur impact, nécessitent évidemment de la pédagogie et dire comment la police intervient, pourquoi, quelle est sa raison d'être, quelle est sa légitimité et quelles sont les valeurs que collectivement nous défendons. Et ça, c'est évidemment la mission des formateurs qui vont accompagner les 2500, on les appelle comment ces étudiants qui sont en formation ? Des policiers stagiaires. Policiers stagiaires, parce qu'il y a un stage gardien de la paix stagiaire. Gardien de la paix stagiaire. On va passer de 8 mois à 12 mois. J'ai lu que ça avait été une forte demande des syndicats de police qui trouvaient que la formation de base initiale était trop faible. Vous y souscrivez, j'imagine que donner 4 mois de plus de formation à ces jeunes policiers, c'est nécessaire. C'est de l'approfondissement. 4 mois de plus, parce que vous dites que c'est une demande forte des syndicats de police, certes, mais également de la population, parce qu'il y a des attentes sociétales qui sont quand même très fortes sur tout un tas de matières. Nous sommes généralistes quand nous sommes à l'école de police, et donc l'idée de rallonger de 4 mois, c'est d'approfondir certaines thématiques. Évidemment, les thématiques judiciaires, d'enquête, mais également la connaissance des phénomènes, l'accueil, laïcité, le religieux, les violences faites aux femmes, parce que ça ne nous aura pas échappé qu'il y a eu quelques débats de personnes mal accueillies où on a mal entendu leurs paroles, ça a été relayé dans les médias. C'est un énorme travail. Il faut protéger, mais aussi savoir accueillir. C'est un travail en macro, je dirais, sur l'institution, et c'est un travail en micro, c'est-à-dire que chaque policier est évidemment responsable de ses actes et de la manière dont il accueille les victimes, de la manière dont il fait ses actes d'enquête et de la manière dont il se comporte. Donc bien sûr, il faut agir sur ces deux terrains. Je dirais que nous sommes très attentifs en fait à ces critiques qui nous permettent tous les jours de progresser et de justement prendre en compte ces attentes sociétales et de pouvoir coller à la fois d'informations et d'une manière générale le micro et le macro de l'institution. Non, mais pour être concret, parce que évidemment là, la formation aboutira à la sortie à un poste, une affectation quelque part dans un commissariat. Ça veut dire que vous réfléchissez même au contenu de la formation. Ça veut dire que vous l'améliorez, que vous la transformez. Donner un cours sur la laïcité, ça n'existait pas, j'imagine, il y a encore 10 ans, quand vous avez peut-être suivi une formation, ça n'existait pas. J'en suis intimement. Et là, aujourd'hui, on parle du handicap, des violences faites aux femmes, de la laïcité. Ça, il faut le réintroduire dans le cursus. Alors, je vous remercie de dire que ma formation date d'il y a 10 ans, mais elle est un petit peu plus ancienne. Non, mais je suis élégant. Votre élégance. Non, mais bien entendu. Poindre. Trêve de plaisanterie, bien sûr. En fait, croire que la police nationale est une institution figée, où il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas un choc culturel, c'est faux. Mais là, ça bouge. Tous les jours, nous progressons, tous les jours, nous nous remettons en question, nous remettons sur l'ouvrage les formations, nous essayons de créer d'autres process, nous essayons d'améliorer les choses, de mettre de l'huile dans les rouages, et ça, c'est au quotidien. Effectivement, ça passe par la formation initiale, mais également la formation continue, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, comme vous
l'avez dit, des policiers passent en formation initiale, parfois il y a très longtemps, de nombreuses années, et il faut les remettre à la page, comme on dit. Nous remettre à la page systématiquement. Donc, un accent est mis, particulièrement en ce moment, sur la formation continue. Alors, il s'agit de l'accueil, mais aussi au gré de spécialisation, parce que vous savez que quand notre carrière n'est pas linéaire, j'en suis la preuve vivante, on change de mission. Et donc, qui dit changer de mission, dit devoir se challenger. Sécurité publique, c'est pas la PJ. Hein. Exactement. Donc, au fur et à mesure, on progresse, on évolue, on se forme pour être adapté à ces missions. Une police à l'image de sa société, ça, on l'entend beaucoup. 10 000 candidats ont déposé un dossier. C'est encore ouvert jusqu'au 22 juillet, pour être précis. Comment ça se passe, là, la sélection, la manière parce qu'il faut répondre à ce cahier des charges. Une police qui ressemble à la France, les diversités, plus de femmes. Comment on invente ça? Comment on le fabrique, ça? Clairement, ça a été un de mes rapports d'étonnement quand je suis rentrée dans la police. Je croyais, j'étais aussi moi-même dans mes propres stéréotypes avant de rentrer en police, et je me suis rendu compte que il y avait une diversité qui était quand même très très importante. Et il faut y être extrêmement attentif. Parce que même si on est parfois critiqué à l'extérieur, il ne faut pas que ça conduise à un repli sur soi. Donc c'est extrêmement important de pouvoir être attentif à cette diversité. Alors ça passe évidemment par les questions de genre. Alors on a 30% de femmes dans la police nationale, 29% très précisément. Ça ne fait que progresser et il faut être attentif à ce beau succès, puisque on sait que dans d'autres polices c'est moins le cas, même en Europe. Je reviens d'Espagne et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 12% de femmes dans la police espagnole. Donc on n'a pas à en rougir. Donc le double en France, plus du double. Plus du double en France. Donc ça, certes, c'est bien, mais il ne faut pas en faire un satisfecit. Donc il faut être toujours vigilant sur nos stéréotypes. Et là, dans les 10 000 dossiers, je ne sais pas si vous avez pu déjà faire un tri, combien de femmes? On est à peu près dans cette moyenne-là, 30% de femmes et en général 20% sur le concours de gardien de la paix. Donc moi j'encourage ces femmes qui veulent avoir un parcours atypique, puisque forcément, les métiers de la police nationale sont atypiques, et une vie atypique aussi, d'entrer dans notre institution. Donc ça passe par les femmes, mais aussi les territoires, les diverses origines. Il faut vraiment qu'il y ait de tout dans notre police nationale. Les armes, c'est un sujet très important, parce qu'il faut quand même rappeler que la police a été dotée, comme on le dit, c'est le mot administratif utilisé. On voit de nouveaux véhicules, on les voit d'ailleurs qui circulent dans nos rues, des armes. De nouvelles armes, ça veut dire qu'il faut que ces policiers soient aguerris, entraînés. Je pense évidemment à ces jeunes gardiens de la paix, mais évidemment à ceux qui ont plus d'ancienneté et qui doivent continuer à s'entraîner. Comment on fait là concrètement? Parce qu'on a vu aussi que sur cette question de l'entraînement, de l'accès au centre de tir, de la capacité à pouvoir être opérationnel avec une arme à la ceinture, n'était pas toujours efficient. On est des professionnels. À partir du moment où on a une arme, on est responsable. C'est une forte responsabilité de porter une arme, bien évidemment. Donc, l'usage de l'arme est strictement encadré, soit dans le cadre de la légitime défense, d'ailleurs, ce qui s'applique à tout le monde, de manière proportionnée pour répondre à une attaque immédiate et évidemment totalement injustifiée. Et puis, de l'autre, ce fameux article du Code de sécurité intérieure qui permet l'usage des armes dans des cas extrêmement précis, dont certains refus d'obtempérer, et lorsqu'il y a des conditions très rigoureuses, comme la proportionnalité, bien évidemment. Qui fait écho aux deux affaires. Exactement. Sur Donc ça, ces voitures. Chaque cas, chaque sortie d'arme est étudiée par la suite, évidemment. 10 000 candidats, peut-être plus, puisque là, on est au mois de juin, qui ont déjà déposé le dossier pour les... On va parler d'autres postes, parce qu'il y a d'autres métiers dans la police. L'informatique, la police scientifique, il y a une multitude de métiers. On s'appuie beaucoup sur la data. On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, la police, au-delà des clichés des films et des séries télé, il y a un énorme travail scientifique d'informaticien, d'ouverture de disques durs. Enfin, ça représente une grosse partie du travail, en PJ en tout cas. Oui, en moyenne, en fait, on a environ 15 000 candidats qui se présentent pour le concours de gardien à la paix. Mais donc là, on n'est pas encore au 22 juillet. C'est ça. On a encore des possibilités. Mais tous les ans, nous avons environ 7 500 postes qui sont ouverts en police. Donc les 2500 gardiens à la paix en externe. Et puis évidemment, après, il y a tous les concours internes qui s'ajoutent à cela. On a le grade d'officier, grade juste supérieur, chef d'unité, chef de groupe, et puis le grade de chef de service qui correspond au grade de commissaire. Donc
on les appelle tous les actifs, commissaires, officiers. Sur lesquels il y a un concours, nous sommes sur d'accord. lesquels nous avons des concours spécifiques par catégorie, par grade. Et puis, à côté de cela, nous avons toute une filière scientifique, parce que nous avons des besoins en police scientifique particulièrement forts. Donc, ça va de techniciens. Vous avez parlé de big data. Nous avons beaucoup de besoins en termes de gestion de données, donc de techniciens, d'ingénieurs réseau. On travaille sur l'intelligence artificielle, on modernise nos process, et y compris en police judiciaire, nous avons des forts besoins de profils de ce type, parce qu'on travaille sur la cybercriminalité, tout simplement. Et c'est le blanchiment, les transferts d'argent, enfin c'est toutes les infractions qui se retrouvent sur Internet, la pédopornographie, etc. Donc on a besoin de spécialistes là-dessus. Et puis nous avons une filière administrative qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque c'est une filière de soutien, puisque sans filière de soutien, il ne peut pas y avoir de policiers qui travaillent. Donc qu'est-ce que c'est que cette filière administrative ? Ce sont des personnels qui sont là pour au statut de fonctionnaire. Qui ont le statut de fonctionnaire ? Non, parce que parfois, il y a aussi des contractuels qui peuvent venir apporter du soutien. C'est encore autre chose, mais effectivement, les contractuels peuvent apporter du soutien. Mais cette filière administrative est extrêmement importante parce que, ils font aussi le quotidien des policiers. On a besoin de personnel qui nous aide dans les tâches administratives, dites administratives, de gestion de dossiers, de gestion RH, de personnel, etc. Tout ce qui est le back-office et l'organisation aussi d'un commissariat ou d'un service. Exactement. Pour le faire vivre, évidemment. Il y a un sujet, je ne vais pas vous faire entrer dans le débat politique, mais il y a eu tout un débat pendant la présidentielle sur le nombre véritable de postes créés, puisque ça vous impacte directement. Même Macron évoquait 10 000 postes. La Cour des comptes, dans un rapport, disait un petit peu moins en équivalent temps plein. Quand même, il y a un sujet qui est posé aux jeunes gardiens de la paix. Alors, 10 000 aujourd'hui, vous me dites la moyenne, c'est 15 000. J'imagine que ça doit arriver un peu plus après le bac, après que les résultats aient été évidemment proclamés et dévoilés. La réalité de ces policiers, nous dit-on, c'est que souvent, un peu comme les professeurs d'ailleurs, on les affecte en fait globalement en Île-de-France, dans des zones où les anciens, les plus capés, sont plus ailleurs, dans des endroits, dit-on, plus agréables. Comment on réinvente ça ? Parce que sans faire de rappel à ce film très drôle qui s'appelle Inspecteur la bavure, mais on se souvient de ce classement, vous savez, au tableau, et on attend son nom, puis lui est affecté dans le 75, je crois, alors que ses collègues partent dans le sud, partent à l'est, à l'ouest. Ça existe toujours, ça ? Alors, il y a toujours l'affectation au classement ? Le classement, oui, bien sûr, c'est un concours administratif, donc pendant toute la scolarité, on est évalué sur un certain nombre de compétences, et notamment aussi sur son comportement. Et tout cela fait l'objet d'un classement de fin d'année. Et en fin d'année, après les 12 mois, on choisit les postes. Et puis plus on est premier, plus on a le choix de poste. Et quand on arrive dernier, on a moins le choix de poste. Oui. Ceci étant dit, c'est un concours qui est national. Ça veut dire que quand on passe les concours de la fonction publique du maire général, et particulièrement de la police, il faut s'attendre à pouvoir bouger géographiquement. Alors, on entend que ça puisse poser des difficultés. Alors, il y a aussi des concours qui se font par région. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent au moins de passer le concours dans la région et d'être affecté en école dans la région concernée. Mais sinon, pour des raisons pratiques. Pour les postes, c'est une question nationale. Et en fait, non, mais c'est une réalité pour ces jeunes, quoi. Se fait en fonction des besoins. Mais oui. Oui, que ça ressemble un peu au débat des professeurs. Il y a une petite similarité, c'est-à-dire que certains jeunes professeurs peuvent se retrouver en Seine-Saint-Denis parce que il y a de forts besoins et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué côté éducation nationale. C'est la fonction publique. Alors, ce qui est intéressant, et vous parliez de réinventer les choses, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes policiers ne soient pas évidemment laissés sans formation, sans encadrement. Donc, un renforcement de l'encadrement sur le terrain, qui est d'ailleurs prévu, puisque c'est tout le débat de la LOPMI à venir. La fameuse loi d'orientation et de programmation à l'intérieur. Exactement, qui est une loi importante dès lors que l'Assemblée aura été élue et siégera. Avant de nous quitter, on a un petit peu de temps encore, mais qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Parce que là, il y a beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise, de RH, et en quelque sorte, quelque part, vous n'êtes pas la RH, mais vous parlez de RH. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est heureux dans la police ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui voudraient entrer dans la police ? C'est quoi la beauté de ce métier à travers le filtre médiatique qui parfois ne donne pas une bonne image de la police ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là ? Alors, ceux qui veulent rentrer dans la police nationale déjà peuvent le faire. Parce que nous avons ouvert depuis le mois de mars la réserve opérationnelle. Ce qui veut dire que depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans, si on veut aider et rentrer
avoir un engagement citoyen, rentrer dans nos rangs, on peut le faire. Comme dans l'armée. Comme dans l'armée, exactement, nous l'avons ouvert depuis cette année, ce qui veut dire que pour tout citoyen qui a envie de participer à sa police et qui a envie de participer, de coproduire la sécurité, comme on dit, eh bien, il peut le faire désormais en candidatant à la réserve opérationnelle. Ça lui donne droit à quoi, à ce citoyen? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, d'évacuation opérationnelle, à date qu'il choisit en fonction de son emploi du temps, à proximité de son domicile, on ne peut pas faire mieux. Ça veut dire qu'il va intégrer, s'il est informaticiien... Et rémunéré, bien évidemment. Et rémunéré, il peut intégrer un service informatique, il peut quoi faire? Alors, une maraude, comment ça se passe? Cette réserve est particulièrement destinée à faire des patrouilles de sécurité publique dans les centres-villes. Donc armée. Donc armée, avec une formation, donc un dépôt de candidature, des sélections physiques, administratives, ne pas avoir de casier judiciaire, un casier judiciaire vierge donc, et évidemment une condition physique qui va bien et un jury de motivation. Et une fois ces tests passés, eh bien, être formé pendant 1 mois, 15 jours en école pour apprendre à porter l'arme et à faire des gestes techniques professionnels d'intervention et à connaître l'écosystème policier, je dirais. Et puis les règles de base, en service, bien sûr. Et les règles de base, évidemment. Juridique, etc. Mais pour vous, c'est quoi? C'est un appui? Ça permet aussi de compenser parfois peut-être un manque d'effectifs? Parce que certains policiers disent on manque d'effectifs sur le terrain. On en a beaucoup aujourd'hui dans l'administratif. Et ça, vous l'entendez, on n'en a pas assez sur le terrain. Majoritairement un appui, bien évidemment, pour renforcer. On ne peut pas nier que ça va aider, évidemment, à renforcer les services, mais ce sont des personnels qui seront encadrés par des professionnels qui sont aguerris d'expérience pour pouvoir patrouiller. Et il n'est évidemment pas question de les mettre sur certaines tâches spécifiques, que ce soit d'enquête approfondie ou bien sur des quartiers sensibles. Donc c'est de la sécurité publique, on est d'accord. C'est vraiment de la sécurité publique. De proximité. Mais selon certaines expertises, pourquoi pas de rentrer dans des services très spécialisés. Oui, vous avez un ingénieur. Des compétences, voilà, tout à fait spécifiques, comme des ingénieurs en cyber, par exemple. Exactement, et dont vous avez besoin et qui sont des talents que tout le monde recherche, hein, que ce soit la police nationale, le ministère de la Défense ou des grandes entreprises. Moi, citoyen non assermenté, je le reconnais à quoi ce policier qui est en réserve? Vous ne le reconnaîtrez pas. Parce qu'il portera un uniforme comme les autres policiers. Donc, c'est véritablement intégré dans une patrouille qu'ils exerceront. Alors, et je reviens à votre question initiale. Pourquoi le plaisir de faire ce métier? Et le plaisir de ce métier, il est là. Il est de pouvoir être au service de la population, de pouvoir protéger. C'est notre leitmotiv, évidemment, d'intervenir, d'enquêter. Bref, c'est un métier qui est extrêmement enthousiasmant, où les policiers ont des convictions qui sont chevillées au corps. C'est une institution régalienne, d'autorité, certes, mais qui a des valeurs fortes. On parlait de collectif tout à l'heure, et c'est véritablement ça, de collectif, d'engagement, d'être au service des autres et de pouvoir intervenir lorsqu'il est nécessaire d'intervenir. Merci Sonia Flibleuil d'être venue nous rendre visite pour nous parler de la police, de la beauté de ce métier et du recrutement. 2500 postes à pourvoir, déjà 10 000 candidatures. Vous avez jusqu'au 22 juillet, mais j'imagine que les parents qui nous regardent, ou vous-même d'ailleurs, savez qu'il faut avoir le bac et donc il faut attendre évidemment les résultats. Sans bac, policier adjoint. Ou sans bac policier adjoint. Sans bac, policier adjoint. Il est encore possible d'entrer dans la police sans bac et en passant les concours internes pour évidemment progresser, vous l'aurez compris, à travers des concours successifs pouvant mener peut-être jusqu'à commissaire divisionnaire, puisque c'est votre grade. Merci Sonia Flibleuil, porte-parole de la police nationale. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la tech. On en a un petit peu parlé. On va continuer à en parler tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler notamment de la cooptation, évidemment, face à la pénurie de salariés et d'une manière générale de talents. Et on en parle avec Louis Coulon, qui est le cofondateur de Clever Connect. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. D'abord, quelques petits mots sur Clever Connect, parce que vous possédez un site de recherche bien connu, Météo Job, donc vous avez aussi une vue assez panoramique de la situation du marché de l'emploi. Et puis, vous vous êtes développé en grossissant. Alors, dernier achat, c'est quoi ?
Alors, déjà pour présenter Clever Connect est un éditeur de logiciels de recrutement, historiquement français, et on va en parler dans quelques secondes. En effet, on a plusieurs solutions. On vise à développer le maximum de solutions qui permettent aux recruteurs de mieux recruter tout en proposant une belle expérience à leurs candidats. Et en effet, parmi ces solutions, il y a meteojob.com qui nous permet de voir qu'actuellement, la situation est assez complexe en Europe. En Europe. Au niveau européen, ouais, l'Europe est le marché le plus touché et à peu près 80% des entreprises se déclarent peu confiantes quant à leur capacité à réussir leurs objectifs de recrutement. Donc il y a un vrai problème de pénurie. Avant, on parlait de pénurie de talents. Là, on est vraiment dans une pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier qui est épargné. Et donc, il faut trouver de nouvelles solutions. C'est intéressant. On ne parle plus de talent, on parle de main-d'œuvre, là. On parle de main-d'œuvre. Pour des secteurs qui sont sous tension et dont on n'arrive pas à trouver le collaborateur ou le salarié. Plus de 80% des entreprises, 88% en France exactement des entreprises déclarent ne pas être confiantes quant à leur capacité à recruter. Donc, c'est tous les secteurs confondus. C'est vraiment une situation jamais vue auparavant. Avant de parler de la cooptation, quand même, vous avez une analyse sur les causes? Parce que c'est vrai que vous le constatez, vous faites un diagnostic, vous avez une photographie, mais qu'est-ce qui explique cette situation? Alors c'est évidemment la pandémie et la reprise post-pandémie. Je dirais que globalement toutes les entreprises se sont mises à recruter en même temps. Donc d'un seul coup, hausse de la demande de main-d'œuvre. En face de ça, en fait, on a beaucoup de salariés qui ont fait une introspection, se sont remis un petit peu en question et se sont dit tiens, en fait, j'ai plus envie de ce travail-là. Donc il y a eu des reconversions, il y a des personnes qui sont sorties tout simplement du marché. Et puis il y a aussi plus de turnover, beaucoup de gens qui quittent leur entreprise tout simplement, et donc plus de recrutement à faire. Et un dernier point qui n'est pas neutre, puisqu'il va nous accompagner encore pour de nombreuses années, c'est la situation démographique, puisqu'on perd à peu près 1 million de talents par an en Europe. Donc en fait, de population active. Vieillissement de la population. Départ en retraite pas renouvelé. Exactement. Donc on perd à peu près 1 million d'actifs par an en Europe, et donc il va y avoir un problème à long terme. Et donc face à ça, il faut. Et donc vos solutions, c'est quoi vos solutions? Vous inventez quoi là? Alors, la cooptation en particulier? Alors pour parler spécifiquement de l'actualité qui m'amène ici, on vient de finaliser le rapprochement avec une entreprise allemande qui s'appelle Talentry. C'était ma question. C'est exactement. C'est une belle entreprise, une start-up munichoise d'à peu près 40 collaborateurs qui a une petite dizaine d'années d'existence et qui accompagne plus de 100 plutôt grandes entreprises sur 2 thématiques précises. 1, optimiser, automatiser leur campagne de cooptation. Et 2, tout ce qui va être constituer un vivier, animer ce vivier de candidats. Et attention, on parle bien ici aussi de candidats passifs. C'est une notion qui est importante en recrutement. Ce sont des personnes qui ne sont pas activement en recherche d'emploi. Mais que vous allez activer. Exactement. L'idée, c'est de les activer. Exactement. Cooptation, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi très concrètement? Alors la cooptation, je suis sûr que toute personne qui a une entreprise un certain nombre de collaborateurs sait ce que c'est. C'est globalement essayer de faire levier sur ses collaborateurs pour leur demander tenez, présentez-nous des candidats dans votre réseau qui pourraient nous intéresser pour ces postes qu'on a ouverts. Levier, c'est inciter. C'est leur dire, je ne sais pas, c'est vrai pour des cartes parfois de crédit. Si vous cooptez un ami, vous avez 80 € sur le compte. En général, il y a des primes et elles sont de plus en plus élevées, des primes de cooptation. En général, c'est quand le nouveau recrutement a été effectué et a passé sa période d'essai. Et donc, en effet, il y a souvent des primes. Apporteurs d'affaires. C'est un peu apporteur d'affaires, si on veut, pour le recrutement. Ouais. Et globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est un peu vieux comme le monde, disons, mais qui souvent était un peu, je dirais, fait de façon artisanale, avec quelques affichettes on structure, les bureaux. C'est ça. Ouais. Et voilà, nous, c'est un outil technologique qui a pour ambition d'automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'on va automatiquement, dans une application, permettre à n'importe quel collaborateur de voir les offres d'emploi ouvertes, de pouvoir les pousser à son réseau, de voir automatiquement dans son réseau, parlons-en plutôt LinkedIn idéalement, qui sont les personnes qui sont dans mon réseau qui pourraient correspondre à mon poste, par exemple. Là, vous avez déjà, depuis le rachat de Talentry, cette entreprise munichoise, vous avez déjà un retour d'expérience sur ça fonctionne, la cooptation. Vous avez des chiffres, puisque tout ça est informatisé et mis en data? Bien sûr. Alors, j'ai plusieurs sources. Déjà, premièrement, une source généraliste. On sait que la cooptation, le réseau de ses collaborateurs, c'est considéré par la majorité des recruteurs comme la source numéro 1 en termes de qualité. C'est-à-dire que la conversion et le pourcentage de personnes qui performent, c'est le plus élevé que n'importe quelle autre source de recrutement. Parce que la recommandation est bonne. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à recommander quelqu'un qui n'est pas bon. Des personnes qui, exactement, on n'a aucun intérêt à le faire, puisqu'en fait on perd son temps et en plus on propose une mauvaise expérience à son... Et on passe pour un imbécile au passage. Exactement. Et surtout, ce sont des personnes qui ont déjà été, entre guillemets, préfiltrées par rapport à la culture de l'entreprise par les collègues de l'entreprise. Donc, bien sûr. Deuxième source quand même intéressante, en revanche, c'est considéré comme je disais, la première source en termes de qualité. En revanche, c'est assez peu optimisé en général. C'est ça. Je disais, ce sont des affichettes A4 dans les bureaux. Et vous allez entendre n'importe où, surtout dans des entreprises qui ont des collaborateurs sur le terrain, on va dire en magasin, dans les usines, etc. Ah, j'étais pas au courant.
J'ai pas vu les mails. Oui, parce qu'ils n'ont pas été informés au plus près du réseau, quoi. Et c'est ça que fait notre solution, c'est permettre à chaque collaborateur réellement, au quotidien, dans une application, d'avoir les informations. Louis, alors vous évoquiez tout à l'heure l'idée donc de la cooptation, on vient de le développer très clairement, mais il y a aussi l'idée d'activer des candidats passifs. Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est important, c'est réveiller ceux qui sont endormis, et après tout, on les réveille, ils disent ah bah oui, tiens, pourquoi pas. On fait comment là? Comment ça marche techniquement? Alors déjà, on est dans une telle pénurie, comme on le disait, qu'on n'a pas d'autre choix. C'est la première chose que je voudrais dire. Donc il faut débaucher des gens, pour le dire simple. Ça ne suffit plus de se concentrer uniquement sur les flux entrants. On est obligé de trouver de nouvelles solutions. On en a parlé, la cooptation en est une. Et en général, si on optimise la cooptation et qu'on l'automatise, en fait, on va avoir 2, 3, 4, 5 fois plus de cooptation et donc du trafic. Un autre axe, c'est celui des candidats passés ou passifs. Je vais expliquer la différence. Passés sont des candidatures que j'ai eues par le passé et dont historiquement on ne faisait rien. J'ai des nouvelles offres d'emploi, je vais les publier, voir qui postule. Alors qu'il y a peut-être dans les personnes qui ont postulé dans les 6, 12, 18, 24 derniers mois, des personnes qui pourraient correspondre. Quand on parle de candidats passifs, à l'inverse, sont des personnes quelle que soit la source, la base de données, ça peut être un réseau social professionnel par exemple. On va voir, tiens, toutes ces personnes m'intéressent pour mon poste, j'aurai sûrement des postes à recruter dans 6-12 mois, je vais lancer des campagnes, ce qu'on appelle de nurturing, d'emailing, leur donner des informations sur la société, leur dire, tiens, on est à tel salon pas loin de chez vous, regardez ce qu'on a fait récemment, pour leur donner des informations et les rendre plus proches pour qu'au jour où ils souhaitent rejoindre l'entreprise, tout le travail a déjà été fait en amont. Je le dis abruptement, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'en vous allez débaucher quelqu'un qui est déjà dans une entreprise, on est d'accord? C'est tout à fait ça. Oui. C'est ça l'idée. C'est des personnes en tout cas qui ne sont pas activement en recherche d'emploi. Elles peuvent aussi ne pas être entreprise, mais la majorité en effet. Donc vous créez une forme de tristesse dans l'entreprise d'où elle va partir. C'est le jeu du recrutement. Non mais c'est ça, c'est de la chasse là. C'est le jeu du recrutement, c'est même le fonds de commerce de beaucoup de spécialistes du recrutement. C'est de la chasse. C'est de la chasse, exactement. Optimiser la chasse. Mais ça veut dire que vous l'optimisez en descendant, on évoquait tout à l'heure la différence entre talent et main d'œuvre, vous descendez un peu plus là en termes de postes activés. On n'est plus que sur des talents là. Ça peut conserver tous les postes. Tout le monde. Exactement, ça peut conserver tous les postes. Et en fait, dans son vivier, l'entreprise construit des sous-viviers par catégorie. Toutes les personnes, par exemple, c'est un sujet hyper intéressant. Toutes les personnes que l'on n'a pas retenues en finale. Oui. Les personnes qui sont arrivées en deuxième. C'est un gros. On avait un poste à pourvoir. Mais j'ai vu 2 personnes et l'autre, on ne va pas vous recruter, désolé, c'est quelqu'un de génial. Bien sûr. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir le poste s'il n'y a pas eu le premier. Ouais. Et qui y croyait comme l'autre. Et on n'en fait rien, historiquement. Et ce que fait le CRM, ça s'appelle ça, Candidate Relationship Management, cette plateforme, elle permet de constituer ces viviers et de dire voilà tout ce qu'on appelle en anglais les silver medalists, les personnes qui ont eu la médaille d'argent. C'est drôle comme nom. Oui, c'est ça, mais c'est la marche inférieure sur le podium. Et on va continuer à garder une vraie relation avec eux à long terme parce que demain, on aura d'autres postes à pourvoir et on ne voudrait pas recommencer de zéro. Et c'est ça qu'on fait. Donc ça veut dire qu'il y a une vigilance aussi des services RH qui doivent être implémentés à votre logiciel, enfin votre outil informatique, pour qu'il conserve précieusement ces données informatiques, les CV de tous ces gens. Exactement. Les CV qu'ils considèrent intéressants, qu'ils veulent conserver et qu'ils veulent construire une relation, c'est peut-être pas 100% des CV. Et évidemment, vous n'avez pas posé la question, mais on y vient. Ça implique énormément de sujets de protection des données et de sécurité informatique. J'allais vous la poser, Louis. Tout ça. Vous allez tellement vite. Merci. Tout ça, évidemment, est couvert. Et je voudrais ajouter un élément à ça. Ça sera le dernier mot. On est dans un univers concurrentiel qui est largement trusté, je dirais, par des acteurs anglo-saxons. Nous, on vient de consolider un acteur qui est français et allemand. J'entends l'argument. Et on veut être... Made in France de la data. France et Allemagne. Et Allemagne. Donc on est maintenant totalement un acteur franco-allemand qui a un chemin pour être le leader européen pour les sociétés européennes où le besoin est le plus important. Notre souveraineté, elle est essentielle. Et protéger nos data et nos parcours. On est là pour ça, proposer la meilleure expérience. Vous avez bien raison de rajouter cet élément parce que c'est un élément fondamental. Le ministre de l'économie, on lui a rajouté la souveraineté, vous avez vu. C'est vrai. Équivalent vous impacte directement. Merci Louis Coulon d'être venu nous rendre visite, cofondateur de Cleaver Connect, qui a grossi et qui travaille sur cette cooptation et l'activation des salariés un peu endormis que vous réveillez justement. Des candidats, oui, pardon, on le lapsus. Ça c'est un autre sujet. Et c'est un autre sujet. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Alexandre pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily, évidemment, qui m'accompagne. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles au programme de Bismart. À demain. Bye bye.